Merci de m'avoir accordé cet entretien. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous présente José Walai? Je suis voilà, je suis défenseur des droits humains, membre de la Lucha, mais également je suis directeur programme d'une organisation non gouvernementale dénommée Congo Notre Avenir. Donc, nous sommes beaucoup plus dans l'éveil des consciences avec Congo Notre Avenir, mais je suis également chercheur. Voilà, vous n'avez peut-être pas indiqué que vous étiez basé à Goma, dans le Nord Kivu. Actuellement, vous vous retrouvez à Kinshasa. Comment cela s'est-il fait? Bien sûr, nous nous retrouvons aujourd'hui à Kinshasa. Ça n'a pas été un choix, ou soit un choix de confort pour être aujourd'hui à Kinshasa, mais c'est par le devoir de combat que nous nous retrouvons à Kinshasa. Parce que quand votre maison brûle, vous ne fuyez pas pour vous cacher. Vous cherchez plutôt des renforts et vous portez la voix de ceux qui étouffent, ou soit ceux qui sont en train de s'étouffer sous la fumée. Et moi, en tant qu'enfant de Goma et défenseur des droits humains, ma présence dans la capitale Kinshasa est un pont direct entre les cris de nos populations de l'Est, mais également ce qui se passe actuellement à l'Est, dont notre présence ne pouvait pas, notre sécurité était menacée de rester à Goma, une ville sous occupation étrangère, mais également de la rébellion de l'AFC. Et donc, je suis ici pour rappeler quotidiennement, parce que je devrais partir partout, mais j'avais choisi de venir à Kinshasa. Et c'était d'abord pour rappeler quotidiennement à la nation et aux institutions que les Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, donc tous les grands Kivu, n'est pas vraiment une terre lointaine, mais les cœurs sanglants de la République. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui à Kinshasa après avoir fui plusieurs atrocités, parce que Goma était sous menace. Ça n'a pas été facile pour nous de quitter la ville, mais gloire au Seigneur, le Dieu de la lutte, il est toujours là pour protéger ses combattants. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à Kinshasa après une fuite, ce qui n'a pas été facile. Moi, personnellement, j'ai quitté Goma. Et Goma, après un moment, je suis parti à Bukavu. Bukavu qui était également sous menace avant que Bukavu ne tombe. J'étais obligé de quitter Bukavu pour aller à Bujumbura. Ça n'a pas été aussi très bien à Bujumbura parce que moi, je ne voulais pas vraiment rester dans un pays étranger. J'ai voulu quand même continuer le combat ici dans notre pays. Ça a fait ce que je me retrouve à Kampala pour prendre le vol et me retrouve aujourd'hui à Kinshasa où certains amis nous avaient accueillis malgré tout ce qui se passe à Kinshasa. La vie à Kinshasa, ce n'est pas vraiment facile. Mais nous prenons, on a su quand même continuer le travail des défenseurs des droits humains qui est de faire des monitoring et faire des plaidoyers au profit de cette population qui est toujours sous menace et toujours sous le joug de l'ennemi. On le sait, les Rwandais a instrumentalisé plusieurs mouvements militaro-politiques en RDC déjà depuis 96-97 avec l'AFDEL, après le RCD, ainsi de suite. Avez-vous l'impression que l'AFC M23 soit un mouvement plus virulent que les autres? Bon, plus virulent, oui, mais surtout plus cynique et plus structuré dans sa barbarie, parce que ça, il faut vraiment souligner. L'AFC M23 représente vraiment l'aboutissement d'une mécanique de prédation tellement raffinée depuis 3 décennies, parce qu'il ne faut pas oublier que l'AFC M23 semble venir maintenant réclamer leur fameux accord de Lemera, qui est la base d'ailleurs de
toutes les revendications de l'AFC M23 et du Rwanda. Et c'est ce qui les rend particulièrement dangereux. C'est ce vernis politique-là artificiel que l'AFC a voulu créer, montrant que c'est une rébellion, c'est une révolution congolaise, et utilisée pour masquer quand même une agression étatique étrangère et un piège économique systématique. C'est ce que l'AFC semble prendre la posture de, comment est-ce que je peux dire, donc des sapeurs-pompiers, mais en réalité, l'AFC n'existe pas, c'est une coquille vide. Ce qui existe, c'est le Rwanda, et que l'AFC n'est qu'un dilatoire politique. Et c'est ce qui le rend encore beaucoup plus dangereux, parce que les M23 aujourd'hui bénéficient d'un soutien militaire tellement lourd, et d'une technologie de pointe, d'une arrogance, ce qui leur donne aujourd'hui cette arrogance. Et ils pensent rester dans l'impunité et sous les discours de prétendue libération. C'est ça le grand problème. La réalité sur le terrain reste la même. Des familles massacrées, des femmes violées, des enfants déplacés, et une tentative d'ailleurs délibérée de nier la souveraineté de notre pays. Et c'est ce qui rend cynique cette rébellion, parce qu'on ne peut pas parler d'une libération lorsque vous avez l'intention de saucissonner la nation. Donc, l'M23 vient avec beaucoup de force, beaucoup plus de soutien que les anciennes rébellions. Parce que lorsqu'on rentre dans l'histoire avec RCD et les autres, on va comprendre que RCD, à un niveau, c'était toujours des amis, parce que Kabila, il a travaillé avec tous ces animateurs d'RCD, et quand on voit les autres. Donc, tout vient de l'accord de l'EMERA que nous et Laurent Désiré Kabila avait signé avec Kagame et les autres. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à revendiquer son sol. Donc, il y a un grand combat derrière l'AFC qui ne veulent pas jouer. Et heureusement que nous avons vu certains Congolais vraiment rester debout face à cette barbarie rwandaise. Et nous gardons espoir. Mais il faut dire que l'AFC M23 est virulent que d'autres, vraiment à un niveau, je dirais oui. Cependant, je crois que l'espoir n'est pas mort. Et il n'y a rien qui puisse être fort que le patriotisme. C'est l'arme efficace pour gagner cette guerre. Peu importe les mémoires qui sont derrière cette rébellion. Parlant d'espoir, dans sa communication, l'AFC M23 semble actuellement se revendiquer d'une forme d'assise populaire. On dirait qu'à défaut d'arriver à Kinshasa, le plan initial, ils se sont orientés maintenant vers la création de la République du Kivu, d'un État tampon entre le Rwanda et la RDC. Dans quelle mesure est-ce qu'un tel projet peut intéresser la population du Kivu? La réponse est claire et ferme, voire même catégorique. L'adhésion est de 0%. Parce que s'il y a des Congolais qui aiment le Congo, je dirais que c'est là qui viennent, qui vous aiment beaucoup le Congo que tous les autres, peut-être. C'est une opinion, mais que je ne peux pas, je n'adhère pas à 100%. Mais 30 ans, cette population a résisté, cette population a prouvé sa résilience. Pardon. Et donc, la population du Kivu est vraiment liée historiquement et profondément à la nation congolaise. Et a versé trop de sang pour maintenir ces pays indivisibles. Ils ont, en fait, c'est une population qui a accepté de laisser beaucoup de choses. Elle a accepté de souffrir. Elle a accepté de vivre vraiment une imposition tellement forte du Rwanda depuis plus de 30 ans. Et pour moi, ce projet de la République du Kivu n'est pas vraiment une aspiration populaire. C'est un fantasme occupant.
un plan d'annexion déguisé. C'est vrai, à un niveau, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe à Goma et à Bukavu, où il n'y a que les gens qui viennent du Rwanda, qui travaillent dans l'administration, qui travaillent partout. Et donc, ça fait à ce que ça puisse nous montrer qu'ils veulent détacher les Congolais du Grand Kivu à la nation. Mais la seule chose que nous croyons et que nous savons, c'est que cette population est en train de vivre une gouvernance par terreur. S'il y avait une démocratie et que cette population serait libre de s'exprimer, nous devons aujourd'hui savoir si cette population vraiment a besoin de ces gens. Parce que normalement, dans les camps de déplacés, en fait, nos jeunes à Goma, Bukavu, Beni qui souffrent, mais ils préfèrent porter quand même la misère de l'unité nationale que de brader vraiment un seul centimètre de notre souveraineté à des seigneurs de guerre. Les Kivu et la RDC, en fait, la RDC mourra entière ou vivra entière. C'est ça vraiment la position de la population du Kivu. C'est soit les Congo ou rien. Et on n'a pas besoin, ce n'est pas une population qui peut adhérer à ces plans-là, mais c'est une population qui se sent imposée. C'est comme actuellement, ils n'ont pas à dire. Ils ne peuvent rien dire s'il y a un tel plan pour la prévention de leur vie. C'est une population qui peut rester calme. Depuis 30 ans, si vous essayez de voir, même à l'époque où Kabila était président, nous avons vu les gens qui Kivu s'élever pour la stabilité à l'Est, la stabilité dans notre pays. Que ce soit même la stabilité politique, l'alternance politique. Les jeunes de Goma, ils ont beaucoup manifesté que même les jeunes de Kasaï, où on peut dire que c'est là où c'est le fief d'un très grand parti politique de l'opposition. Mais nous avons de l'opposition à l'époque. Mais à Goma, il y avait plusieurs manifestations parce que les Congolais de Goma, les Congolais de Bukavu s'identifient toujours comme Congolais, peu importe l'occupation. On l'a vécu avec RCD, on l'a vécu avec CNDP, on l'a vécu avec RM23. Et on est en train encore de le vivre avec M23 AFC. C'est une réalité qui n'est pas facile à traverser, mais quand même, nous jeunes, comme moi, je suis né dans la guerre, grandi dans la guerre, et aujourd'hui, je ne vis dans la guerre, maintenant on commence à fuir même notre ville. Ce n'est pas que nous pouvons accepter un plan de division. Si la population de Goma, de Bukavu, donc Nord Kivu et d'ici Kivu, si on était naïf, aujourd'hui, je dirais que le Congo serait déjà divisé. Mais il y a une population attachée au Congo et qui croit que si le Congo doit être développé, si le Congo doit changer, le Congo doit changer dans son entièreté. Et si le Congo doit mourir, le Congo doit mourir dans son entièreté. Et donc, nous restons, nous comme Congolais et natifs de l'Est, nous jeunes, je ne peux pas parler peut-être au nom de tous les jeunes, mais je sais quand même que toute la jeunesse qui va nous suivre, qui est en train de nous suivre, c'est très bien que les Congolais de l'Est, ils aiment ce pays et ils ne peuvent, même à un seul instant, se déloger ces plans-là maléfiques de la scission de notre pays. On reste attaché au Congo, c'est notre identité et nous la porterons jusque dans nos temps. Mais est-ce que l'ACM23 ne joue pas sur une forme de lassitude de la population de l'Est qui sent Kinshasa de plus en plus éloigné et à qui on proposerait peut-être de se rapprocher de Kigali? Bon, il faut parler vrai aussi, il faut être véridique lorsqu'il s'agit du Congo. Parce que moi, personnellement, j'aime cette clarté, il faut parler vrai. Il y a une frustration immense, une colère légitime face à ce que la population ressent parfois comme de l'impuissance ou de l'enterre institutionnelle sur certaines décisions. Nous savons tous que peut-être que si les institutions étaient souples, on ne devrait pas faire 2 ans. On est en train de partir vers 2 ans d'occupation rwandaise à Goma. Mais à Bunagana, c'est depuis 2021, donc 5 ans déjà d'occupation. Et donc, quand vous passez des années dans des conditions inhumaines, et sous des bâches plastiques,
vous avez le droit de demander des comptes à votre gouvernement. Mais il faut faire attention, nous ne devons pas confondre les choses. Donc, ne confondons pas l'exigence d'un peuple envers ses dirigeants avec une quelconque sympathie pour l'agresseur. Un peuple doit toujours être tellement exigeant vis-à-vis de ses dirigeants, mais ça ne fait pas que ce peuple-là peut avoir de l'empathie face à l'agresseur. C'est comme dans une maison, un enfant peut souvent demander à ses parents les frais scolaires, mais cet enfant-là, si un voisin vient vivre dans leur maison, un voisin vient vivre dans leur maison, mais ces enfants savent qu'ils ont leurs parents, ils ne peuvent jamais demander des comptes à un papa ou soit des parents qui sont venus vivre dans leur maison par force. Et donc, la population est fatiguée, oui, ça je ne peux pas. La population est fatiguée des promesses non tenues, oui. Mais sa colère contre Kinshasa est une colère d'amour et de revendication citoyenne. Parce que envers l'AFCM 23, ce n'est pas de la lassitude. C'est du rejet pur et simple. Parce que cette population, elle est là et elle subit. Parfois, elle est obligée même de manifester pour le congrès 23. Manifester des manifestations qui sont réservées pour le soutien de l'AFC. Mais cette population, elle est contrainte. Ce n'est pas des manifestations. La population se sent libre de manifester. Donc, envers la MC23, ce n'est pas vraiment de la lassitude, c'est diriger pire et simple. Donc, l'occupant ne doit jamais prendre la détresse de nos frères et sœurs pour de la soumission. C'est une détresse, c'est une souffrance, c'est plutôt c'est une torture, mais ce n'est pas vraiment que cette population s'est soumise à la rébellion et que cette population accepte ce qui se passe. Non, cette population souffre. Et cette population demande des comptes toujours à notre gouvernement central parce que c'est elle qui a l'obligation envers cette population. Cette population ne demande jamais des comptes à l'AFC. Jusqu'à maintenant, cette population continue toujours à demander au travers, soit ses députés et nous qui venons des différentes organisations de la société civile, on ne peut jamais demander des comptes à l'AFC. Ça serait légitimer le combat. On ne peut jamais leur demander des comptes. Nous demandons des comptes à notre gouvernement. Nous demandons des comptes et à nos députés, nous demandons des comptes à les mandataires ou soit ceux-là qui dirigent les entreprises publiques. On ne peut jamais demander des comptes à l'AFC. Ils ne doivent rien. La seule chose qu'ils nous doivent, c'est la paix et de quitter chez nous et de nous laisser libres. C'est ce que l'AFC nous doit. Alors, pour certains, Kinshasa a tout essayé. La guerre, la diplomatie, et nous sommes toujours dans le conflit. Finalement, que faut-il faire pour qu'on mette un terme à tout ça? Ce n'est pas facile, parce que je sais que plusieurs professeurs et plusieurs peut-être des personnes qui connaissent cette crise que peut-être moi, ils ont échoué à nous ramener la paix. Et la question n'est pas du tout facile, mais j'aimerais juste dire que l'option définitive n'est peut-être que la force du droit appuyée par les droits de la force. C'est un peu dingue. Parce qu'aucune diplomatie ne fonctionne face à un agresseur qui ne respecte ni les accords, ni la parole donnée, ni le droit international. Si vous savez, aujourd'hui, nous sommes peut-être au 6e négociation. On a commencé, je crois, à Nairobi. On est parti en Angola. On est parti après au Kenya. On est parti à Doha. On est à Washington. On est en Suisse. Et toutes ces procédures-là n'ont pas payé tout simplement parce que nous faisons face à des personnes qui ne respectent rien. Ni parole donnée, ni droit international, ni les accords. Parce qu'ils sont dans une revendication qui date de 30 ans, mais nous voulons
et prendre ces revendications comme des revendications d'aujourd'hui. Ce sont des masques. Aujourd'hui, il faut accepter que la diplomatie sans une armée forte et dissuasive n'est que de la supplication. Donc, Kinshasa doit faire la guerre pour imposer une paix durable à un moment. Parce que moi, les gens disent que la guerre a échoué. C'est vrai, ce n'est pas facile. Nous, natifs de Goma, revivre la guerre, venir par exemple déloger l'ennemi dans une ville comme Goma avec les armes, ce n'est pas facile. Nous avons vu la nuit du 26, du 25, 26, 27 jusqu'au 28, Goma est en mouvement. Goma sentait l'odeur des cadavres partout. Donc, on ne peut pas vouloir, on n'aime pas la guerre parce qu'on a beaucoup vécu dans la guerre. Est-ce qu'il faut faire confiance à une diplomatie lorsque nous ne sommes pas forts sur le terrain? Ça va devenir une supplication. Je ne sais pas si vous me comprenez à ce niveau. Donc, Kinshasa doit faire la guerre, oui, pour imposer une paix durable, pour soit avoir d'abord une armée. Parce que lorsqu'on est fort sur le terrain, on est aussi fort sur la table de négociation. Mais lorsqu'on est faible sur le terrain, on ne peut jamais être fort sur une table de négociation. C'est là que je ne vais pas dire fermer définitivement la porte aux discussions. Mais les préalables non négociables doivent être les retraits sans condition du M23 et des troupes rwandaises sur le sol congolais. Parce qu'on ne peut pas négocier notre souveraineté. On ne négocie pas avec un couteau et sous la gorge, sur le sang, fin de martyr. Donc, il faut refonder notre défense et soutenir nos forces armées et imposer les respects sur le terrain. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est la justice. Il n'y aura jamais de paix sans justice. Toutes les négociations, parfois les négociations échouent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en train de partir loin de la justice. Vous savez que ça nous a fait trop mal à l'époque du RCD. Nous, moi, personnellement, j'étais encore petit. Mais quand on a vu des anciens seigneurs de guerre devenir autorités de notre pays, quand on voit, quand on va serrer la main de nos bourreaux, nous comme victimes, nous allons voir nos bourreaux encore nous diriger demain. Nous allons voir nos bourreaux partout demain. Et ça nous fait mal, ça nous ronge. Ça nous ronge de voir que la guerre est devenue un chemin pour le pouvoir. Ça nous fait mal que aujourd'hui, pour être appelé ministre général, il faut faire la guerre, il faut suivre nos frères. Nous pensons que nos sangs ne sont pas à vendre. Nos sangs ne sont pas vraiment de passage pour accéder à un poste. Donc, nous sommes dans une dynamique où on n'arrêtera jamais de demander l'instauration d'une justice transitionnelle dans notre pays, en fait que vraiment les criminels du passé de maintenant soient jugés et qu'il y ait des réparations pour les victimes. Mais également, il doit y avoir toujours une réconciliation pour les communautés, parce qu'on ne peut pas laisser des communautés en conflit après cette guerre. Voilà pourquoi je pense que la guerre s'est répétée plusieurs fois dans notre pays, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y avait des pourparlers, par exemple, les pourparlers des Sun City, il n'y avait pas un plan de reconstruction. Donc, il n'y a jamais eu un plan d'après-guerre. Qu'est-ce que nous, comme Congolais, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que tous les partenaires nationaux comme internationaux sont en train de réfléchir sur l'après-guerre? Lorsqu'il y a des pourparlers, et j'ai vu avec RCD, si vous essayez de voir tous ces gens-là qui ont accédé au gouvernement à l'époque du RCD, est-ce qu'il y a un jeune qui avait au moins 40 ans dans le gouvernement à l'époque? Je crois non. C'était des vieux qui ont accédé à des postes. Mais est-ce que ceux qui combattaient sur le terrain, c'était des vieux? Non, ils étaient des jeunes. C'était des jeunes comme moi qu'on a imposé à prendre les armes. Jusqu'à maintenant, pendant ces 30 ans de guerre, il n'y a que des jeunes qui prennent des armes. Mais lorsqu'il faut récompenser, c'est là qu'ils prennent des armes même, on prend les vieux. Voilà pourquoi ces jeunes-là, ils se retrouvent toujours délaissés, même s'il y a des pourparlers, et après, ils retournent dans la forêt pour recommencer la guerre. Tout simplement parce qu'ils sont frustrés. Il n'y a pas de plan de réconciliation des communautés. Parce que cette guerre est en train de diviser les communautés. Aujourd'hui, certaines personnes se disent être marginalisées, d'autres se disent être servies, d'autres non. Et l'après-guerre va venir penser tout ce qui
ça ne sera pas utile de prendre encore une bande, de bander nos plaies sans pour autant être très bien soigné, afin que cette plaie-là ne puisse pourrir. Sinon, on risque d'avoir encore une paix fragile pendant 3, 4 ans, 5 ans et revenir encore dans les cycles de violence, et tout simplement parce qu'on n'a pas été stratège sur la prévention des conflits. La guerre doit être prévenue et ça doit se faire surtout avec une jeunesse forte, parce que les jeunes restent les acteurs clés dans cette guerre. Il n'y a que les jeunes qui sont dans la forêt maintenant. Même les A23, ils utilisent la jeunesse. Même notre armée, c'est une armée de jeunes. Partout, les acteurs de tout ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là doivent être encadrés. Plusieurs projets d'encadrement des jeunes sur des questions d'entrepreneuriat doivent être amorcés pour prévenir cette guerre. La solution, c'est ça. Sans la prévention de la guerre, même si on arrivait à, même si c'est pour parler à payer, là-bas, je m'inscris, on suppose que la diplomatie paye. Est-ce que cette diplomatie prévoit l'après-guerre? Est-ce que cette diplomatie prévoit la justice? Est-ce que cette diplomatie prévoit la réparation? Est-ce que cette diplomatie prévoit le devoir de mémoire? Est-ce que cette diplomatie prévoit tout ce que nous appelons justice transitionnelle avec tous ces piliers? Donc, c'est à ce niveau-là qu'on pourra se dire que voilà, notre population est en train de partir vers la paix. Sans cela, c'est juste une plaie fragile, une plaie qui sera bandée, et après un moment, je crois fermement que cette plaie risque de se détériorer et ça fera encore beaucoup plus mal. Mais cette paix, pour certains, elle doit passer par la résolution d'une question communautaire avec les Banyamulenge. Le Rwanda revendique leur protection et parle même d'une question transnationale, transfrontalière, et la RDC s'insurge contre de tels propos. Que faire alors? C'est une injure. Comment est-ce qu'un pays étranger peut venir revendiquer la protection d'une population de son pays voisin? Il est dit que les Banyamulenge sont du Rwanda et que c'est des Banyarwanda. S'ils sont du Rwanda, si le Rwanda estime que les Banyamulenge leur appartient, comment est-ce qu'ils se retrouvent alors sur le sol congolais si les Banyamulenge sont des Banyarwanda? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. Je crois que la communauté Banyamulenge a besoin de la protection de la République démocratique du Congo. Point barre. C'est à nous de le protéger. Et non une armée étrangère venir protéger cette communauté. Chaque fois qu'une puissance étrangère prétend protéger une communauté sur notre territoire, elle ne fait que transformer cette communauté en bouclier humain et en prétexte d'agression géopolitique. Et les Banyamulenge, comme toutes les autres communautés de notre pays, sont des citoyens congolais. Et donc, leurs droits, leur sécurité, leur dignité doivent être garantis par l'État congolais et non par un État étranger. Donc, l'ingérence du Rwanda n'a jamais protégé personne. Elle n'a fait que nourrir les haines communautaires, instrumentaliser les désirs et semer les chaos. C'est dans les pactes républicains congolais que se trouve la seule vraie protection durable pour tout compatriote. Parce que je n'aimerais pas parler de Banyamulenge sans parler d'autres communautés. Aucune communauté n'est au-dessus de l'autre. Aucune communauté n'a besoin de la protection que l'autre. Les Congolais, dans leur entièreté, ont des droits. Les Congolais ont des devoirs. Nous avons tous droit à la sécurité, nous avons tous droit à cette protection de l'État. Ce n'est pas au Banyamulenge seul. Et donc, tous ces Congolais-là, tous les Banyamulenge, les autres, et tous les membres d'ailleurs qui se trouvent sur le sol congolais doivent être protégés uniquement par l'État congolais. Et non une armée étrangère venir protéger une population congolaise. On se trouve que c'est absurde. C'est soit on est congolais, soit on n'est pas. Il faut que les Congolais eux-mêmes
protègent les Congolais. Et non les étrangers venir protéger les Congolais au Congo. Ça ne passe pas. Et je crois que cette politique de victimisation a atteint des limites. Nous savons tous bien que même les Banyamulenge ne sont pas d'accord avec cette prétendue protection. Donc, à un niveau, nous devons tellement serrer avec cette question-là. Alors, quelle est la situation des On ne droits doit pas humains vraiment tomber dans dans le les mécanisme. Et c'est Il faut les droits parler de la situation. Vous dites, vous pouvez répéter la question? Que je reprenne la question? Oui, oui. Oui, oui. Quelle est la situation des droits humains dans les territoires occupés par l'AFC M23? Je disais que je vous pose cette question parce que c'est votre domaine, en fait. Bien sûr. Vous savez que s'il faut, s'il faut parler des questions de droits humains, il y a beaucoup de sensibilités, bien sûr, qu'on ne peut pas, par exemple, dire dans une émission, si c'est un huis clos, il y a des choses à dire. Mais un règne de la terreur à ciel ouvert est en train de se trouver à Goma et à Bukavu. Donc, dans les zones sous contrôle de la SM23, la dignité humaine est bafouée chaque heure. Il y a des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires, tortures dans des cachots clandestins, enrôlement forcé des jeunes et des enfants dans les armées. Il y a viol, il y a imposition illégale qui étouffe derrière les ménages aujourd'hui, les impositions illégales des taxes. Il y a beaucoup de taxes et les gens souffrent de ça. Et les femmes qui restent toujours utilisées comme arme de guerre, donc la violence sexuelle faite aux femmes est aujourd'hui utilisée comme arme de guerre pour traumatiser les communautés. Vous savez, ça, c'est un grand fléau qui a fait longtemps déjà dans les zones qui sont souvent occupées par la il y a une liberté d'expression, de s'organiser, organiser une réunion ou un atelier. Et ce n'est pas facile. Ils doivent tout restreindre. La liberté d'expression qui est bafouée. Donc, la situation des droits de l'homme est au tapis. C'est bafoué. Et c'est vraiment une véritable stratégie de brûler, visant à briser toute capacité de résistance civile. Parce que la résistance civile vient souvent toujours dans la défense des droits humains. Et ça fait ce qu'aujourd'hui, plusieurs défenseurs des droits humains, ils ont quitté Goma tout simplement parce qu'ils se sont sentis en insécurité et incapables de continuer à faire le monitoring, faire le plaidoyer, dénoncer différentes violations des droits humains. Et ça c'est tellement chaotique. Les défenseurs des droits humains, à Goma, au moins, les 90% des défenseurs des droits humains que je connais, ils ont quitté la ville. Ils ont quitté la ville parce que c'est invivable, ils sont incapables ils sont forcés à signer sur des rapports purement faux pour masquer en fait, pour masquer qui protègent les droits des autres, mais vraiment les droits humains. Il faut parler des droits humains dans leur globalité. Vraiment, je crois que Goma, aujourd'hui, c'est compliqué. Quand c'est compliqué, dans des villages, n'en parlons pas. Donc, la situation reste chaotique et beaucoup des équipes continuent à faire le monitoring malgré la situation. Cependant, beaucoup de défenseurs des droits humains se sont retrouvés dans une situation d'incapacité d'œuvrer. Beaucoup vivent clandestinement, même à Goma, et d'autres qui sont ailleurs. Il y a d'autres qui ont été même fusillés. Donc, il y a plusieurs questions autour de ça qui figureront peut-être dans des rapports avec le temps. Alors, pour terminer, quel est le message que vous adressez aux populations qui vivent à Bukavu, à Goma et dans les environs? Bon,
S'il faut parler des messages que je peux adresser à la population, j'ai vu il y a une population qui vit, j'aimerais parler aussi au compte de nos défenseurs des droits humains qui sont là, parce que nous devons également parler d'eux. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vivent héroïquement sous occupation. Et il y a vraiment des brebis galeuses partout. Et le secteur de la société civile n'est malheureusement pas entièrement épargné avec ce qui s'est passé. Ce qui nous a éclairé, c'est l'adhésion de certains collègues dans la rébellion. Cependant, les plus grands messages que nous pouvons avoir pour la population qui vit à Goma, Bukavu et les environs de cette ville, donc le village, les territoires qui sont dans les environs. En fait, à mes frères et sœurs de Goma, de Bukavu, de Beni, de Buturu, bon, Beni il n'est pas occupé, mais à Beni aussi, il y a des tueries actuellement avec les ADF. Et la population de Massissi, de toute la région, vraiment, il n'y a qu'un grand se détenir bon. On ne doit jamais céder à la résignation. Nous sommes les remparts légitimes de cette nation. Et notre résistance quotidienne, notre refus de plier devant la terreur, notre dignité dans la souffrance sont la preuve vivante que la RDC ne sera jamais vaincue. L'histoire a montré que tous les occupants finissent par tomber, mais que le peuple reste. Donc, tous les occupants, ils partiront, mais le peuple restera. Nous devons donc garder notre unité, refoulant les pièges du tribalisme et de la division que l'ennemi cherche à semer entre nous pour mieux nous régner. La nuit peut être longue, lourde et douloureuse, mais le soleil de la justice et de la vraie paix se lèvera sur vous. Ça, je le crois. Nous n'abandonnons jamais les combats. Nous porterons toujours la voix de toute la population de Goma, la population de Bukavu et ses environs, partout où nous serons. Et donc, pour moi, le Congo restera debout. Et le Congo a besoin de cette grandeur, comme Lumumba le disait, que le Congo est grand et il a besoin de notre grandeur. Et cette grandeur-là, nous croyons que nous allons bientôt la prouver. Et prouver la grandeur du Congo, c'est refuser la balkanisation de notre pays, c'est refuser de céder à toute forme de tribalisme, de division, de guerre, afin que nous puissions encore revivre cette oasis de paix qui est le Kivu. Voilà. Josué Alaï, je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie.